Hello, moi c'est Mélissa, plus connue sous le nom de San. Comme j'aime souvent le dire, avant de connaître la paix, on doit souvent passer par le chaos. Et ma vie rocambolesque peut en témoigner. Dans la saison 1 de Talk with San, vous avez découvert chaque étape par lesquelles je suis passée. Dépression, divorce, rupture amicale et j'en passe. Puis je vous ai donné de précieux conseils pour enfin voir la lumière au bout du tunnel. Grâce à chacun de vos retours, vous m'avez prouvé à quel point il est important de libérer la parole sur des sujets profonds, parfois dits tabous, qu'il est nécessaire d'être conseillé et épaulé à chaque étape que l'on traverse dans nos vies. C'est pour cela que dans cette saison 2, j'ai décidé de continuer dans cette lancée, tout en étant accompagnée de femmes ambitieuses, lumineuses, bosseuses, intelligentes, authentiques, qui vous partageront leur chemin de vie, sans filtre, sans tabou, avec paix et amour. Hello mes soleils! Siam, bienvenue. Merci dans beaucoup. Ce nouvel épisode de Talk with San, saison 2. Je suis hyper honorée de t'avoir aujourd'hui parmi nous. C'est moi qui suis honorée. J'ai super hâte de faire cet épisode. Je sais qu'on va en apprendre davantage sur toi. Inch'Allah. Inch'Allah. On s'est rencontrés il y a quelques mois à un événement Modeste Fashion. Exactement. Quand je t'ai vue, je n'osais pas venir te parler. Quoi? J'étais hyper intimidée. Je me suis dit, mais waouh, je la vois sur les réseaux et tout. Genre, c'est quelqu'un. Je n'osais pas et tout. Et puis au final, j'ai tenté le coup. Je suis venue te parler. On a eu une courte conversation. Ouais. Mais qui était très intense, une conversation vraiment pleine de bienveillance, de bonté. Et je me suis dit, il faut absolument que je l'ai pour ma saison 2, que je puisse interviewer et l'avoir durant cette saison. Donc, je suis contente de t'avoir actuellement avec Merci beaucoup. Et c'est vrai, quand on a échangé, ça a été assez naturel et je me suis sentie vraiment à l'aise et tu vois, j'ai senti que je pouvais te faire confiance aussi. C'est parce que c'est pas toujours le cas, tu vois. Tu rencontres beaucoup de gens qui veulent, même à ma petite échelle, tu vois, qui veulent faire des projets avec toi, faire des podcasts ou que sais-je. Et du coup, toi, tu m'as, ça se sent, je pense, tu vois, que tu peux faire confiance. Donc, je suis très, très contente d'être là. Merci. On va commencer. Donc, je vais te demander de te présenter de la manière la plus authentique possible. Okay. Tu nous diras du coup qui tu es, à quoi tu aspires dans la vie. Quelles sont tes croyances? Vraiment, présente-toi de A à Z, on t'écoute. D'accord. Je m'appelle Siham, je suis franco-marocaine, je suis créatrice de contenu sur les réseaux et réalisatrice aussi, puisque à la base, moi, je suis pas du tout sur les réseaux, à la base, moi, c'est le cinéma. Okay. J'ai fait des études de cinéma, j'ai fait une grande école de cinéma en Belgique et en fait j'ai commencé les réseaux l'été dernier et ça a pris assez rapidement, alhamdoulilah, et donc c'est devenu une de mes activités principales, mais c'était pas prévu. OK, d'accord. C'était vraiment pas prévu. Moi j'ai toujours adoré les réseaux, mais c'est vrai que c'était pas dans les plans. Okay. Et donc voilà, je dirais que ce qui me décrit aujourd'hui le plus, c'est avant tout ma religion, puisque je suis musulmane, très très fière de l'être et dans un cheminement de chaque jour, vraiment dans la religion. C'est aussi récent pour moi, on en reparlera. Oui. Et je dirais que dans un second temps, j'essaye d'aider autant que je peux sur les causes qui me sont chères, et c'est aussi ce qui me définit de plus en plus. Je pense que tous mes projets, de près ou de loin, sont en lien avec, je sais pas si on peut parler d'activisme ou de militantisme. Enfin, en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui prend aussi beaucoup d'importance, de place dans ma vie. Ok, très bien. Voilà, c'était un peu long. Enchantée. Je pense qu'on est tous enchantés, là. On est très, très enchantés dans ce podcast. Du coup, on va passer à la question numéro 2. Quelle est ta mission de vie selon toi? Qu'est-ce que tu dois transmettre autour de toi durant ton passage dans ce bas monde? Subhanallah, t'as vu, je venais un peu déjà de commencer à te répondre. En fait, moi j'ai toujours été passionnée par l'image. Moi je voulais faire du cinéma depuis toute petite, avec le divertissement qui est compris dedans. C'est pas que ça, le cinéma, c'est pas que du divertissement, mais le côté divertissement m'intéressait aussi beaucoup. Mais j'ai jamais perdu de vue que ça devait être utile. Alors c'est un grand débat, l'utilité de l'art. Tout le monde n'est pas dans cette école-là et je peux le respecter. Pour moi, l'art doit être utile et donc j'ai toujours senti bizarrement que j'avais quelque chose à jouer avec ça. Allah m'avait permis de faire des études de cinéma, d'être dans ces métiers-là, d'avoir une certaine créativité, etc. Mais que ça devait servir à quelque chose. Et servir à quelque chose, ça veut dire servir les autres. Et particulièrement, moi, dans mon cas, ça s'est fait naturellement, mais sur
sur l'identité arabo-musulmane en France, puis après ça s'est élargi à l'identité musulmane plus généralement, et puis les discriminations subies par les musulmans et les musulmanes en France. Et puis plus récemment, j'ai assumé un positionnement pro-palestinien qui du coup me suit dans beaucoup de choses aujourd'hui. Donc je sais pas si c'est vraiment à nous de dire quelle est notre mission sur Terre, mais en tout cas, moi je sens que je dois utiliser mes skills pour ça, en fait, pour aider toutes ces thématiques-là. C'est beau. Et Inch'Allah, d'autres thèmes un jour, hein, mais c'est juste que ça, c'est des thèmes qui me sont tellement chers et qui sont tellement dans mon identité aussi, de par d'où je viens, de par mon père, etc., que voilà. Ça fait partie de toi. Ça, c'est naturel pour moi d'aller vers ces thématiques-là, mais il y a d'autres thématiques qui me touchent énormément, évidemment, et il est pas dit qu'un jour je m'engage pas aussi sur ces terrains-là. Oui, ok, très bien. Bah merci pour ta réponse, très pertinente, très intéressante. J'aime beaucoup. Je voulais te demander du coup, parle-nous de ton amour pour le Maroc, parce que je vois souvent que tu pars au Maroc, que tu en parles quasi au moins, allez, toutes les 3 semaines à peu toujours près. Il y a des petites vidéos qui sortent sur Insta, tu vois. Donc, je voulais vraiment que tu nous en parles et que tu nous expliques ce lien que tu as, du coup, avec ton pays d'origine. Ouais. Bah écoute, déjà merci pour cette question parce que j'ai finalement rarement l'occasion d'en parler. On me pose pas forcément tout le temps la question alors que c'est primordial pour moi. Moi, le Maroc, j'ai la sensation que c'est un oxygène dont j'ai manqué toute ma vie. J'ai la sensation que l'été dernier, quand j'ai fait ce voyage où je suis allée toute seule pour la première fois sur un long temps, j'y avais déjà été auparavant un tout petit peu de temps en temps, mais vraiment là, c'était sur un plus long temps. J'ai eu la sensation que je respirais après une noyade presque. Comme si j'avais tellement manqué de cet oxygène-là que là, tout d'un coup, je prenais une grande bouffée d'air et du coup, je me sentais beaucoup mieux parce qu'avant, j'avais une petite respiration courte. Et là, je prenais l'inspiration qu'il me fallait. Et en fait, c'est depuis l'enfance. Moi, j'ai toujours eu cette frustration, ce vide. Le Maroc, je le connaissais pas. D'accord. Le Maroc, il était synonyme de traumatisme du côté de la famille de mon père. Il était synonyme de problèmes. Il était synonyme, et puis surtout d'un grand point d'interrogation, puisque mon père n'y allait pas, presque pas. Il a beaucoup de douleurs, mon père, beaucoup de traumatisme par rapport à son pays. D'accord. Et donc, il nous a protégés, en fait, de ça. Il nous a privés du Maroc, mais pour nous en protéger. Pas du Maroc en général, mais en tout cas de notre famille, avec qui ça se passait pas bien. D'accord. Et donc, moi, j'ai grandi vraiment dans un vide, mais dans une attirance. Enfin, j'étais toujours tellement intriguée. Enfin, ça, je sais pas comment l'expliquer. Je sentais que c'était un jour ou l'autre, j'allais devoir reconnecter. Et alhamdoulilah, ça s'est passé l'été dernier. Ok, très bien. Je pense que, quand t'as eu cette envie du coup d'en apprendre davantage, je pense que ça a duré. C'est depuis déjà à peu près ton enfance, bien sûr. Vu que entre guillemets on t'a coupé de tes racines dû au problème que t'as avec ta famille. Et en général, quand on nous interdit une chose, on a tendance à aller justement vers ce chemin-là, tu vois. Exactement. Donc, je pense que c'est principalement dû à ça. Vraiment. Et puis, ça fait toujours du bien aussi d'en apprendre davantage sur ses origines parce que ça fait partie de qui on est, tu vois. Sûr. Donc, c'est une bonne chose que t'aies pris ce temps-là et aujourd'hui, je pense que tu te connais davantage. Complètement. Grâce au fait de connaître le Maroc. Ouais. Alors que moi, culturellement, je suis française. J'ai grandi en France avec une éducation malgré tout globalement française. Avec évidemment un père marocain qui a quand même insufflé certaines notions qui lui venaient de sa propre culture. Mais on va dire à 90%, tu vois, moi, j'étais pas dans un trouble identitaire. Mais il y avait malgré tout ce vide et cette attirance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait dire que oui, donc j'avais pas de soucis identitaires, mais en fait, en reconnectant avec le Maroc, comme tu dis, je me suis redécouverte moi-même. J'ai redécouvert, en fait, c'est bizarre, mais la personne que j'aurais pu être si j'avais grandi en contact avec le Maroc et en fait que j'étais au fond de moi. Oui. C'est très difficile à expliquer parce que est-ce que c'est des trucs génétiques, est-ce que c'est des trucs de psychologie, est-ce que c'est très compliqué à expliquer ces trucs-là, et j'ai surtout pas les connaissances pour ça, mais j'ai vraiment senti que c'était moi, profondément moi, quoi. Je me suis pas dit tout d'un coup je suis une nouvelle personne. Non, c'était une reconnexion, une reconquête de moi-même. C'est beau. C'était pas du tout nouveau. Oui. Et en même temps, tout était nouveau. Oui. Absolument tout était nouveau. Ouais. Mais rien l'était. Mais t'as eu cette impression de te retrouver au final. Complètement. Et je pense qu'un des trucs aussi les plus importants, c'est que j'ai aussi retrouvé mon père. Mon père, il a toujours été très présent dans ma vie. J'ai une très belle relation avec lui, alhamdoulilah. Mais je l'ai redécouvert. Ok.
dû au fait que tu as pu connaître davantage son origine également. Ouais. Complètement. J'ai eu la sensation de mieux le comprendre, que tout d'un coup un éclairage était posé sur certaines zones d'ombre de sa vie. C'était des choses très subtiles, c'était du ressenti, mais je dans des petits détails, je voyais, oui, mais en fait papa il a grandi avec ça. C'est ça. Bah oui. Ça explique telle et telle chose. Cela, bien sûr. Des choses dans la rue, des mécanismes un peu culturels à Casa, la vie de mon père. Je disais, ah oui, d'accord, mais si tu grandis avec ça, en fait, c'est normal que... Exactement. Et ça, c'était extraordinaire. Subhanallah, vraiment, c'est bouleversant, ça. Parce que t'as l'impression de connaître vraiment ton père, mais en fait, tu découvres des choses. Et donc, évidemment, en connaissant ton père, tu te connais toi-même. Exactement, tout à fait. C'est beau. Et donc, du coup, ça a noué des liens encore plus forts avec ton père? Ah ouais, moi, je sens ça de fou. C'est vraiment. Bien. À la fois, le retour au Maroc, qui, je pense, lui a fait beaucoup de bien, parce que pour mon père, le Maroc était synonyme de beaucoup de douleur. Et tout d'un coup, ça devenait synonyme d'autre chose. En plus, mon père, il était avec moi, du coup, le mois d'août, où je suis arrivée début juillet, il m'a rejoint avec ma mère, mes frères, au cours de ce premier fameux été, donc là où j'ai commencé les réseaux. Et comme ça a pris assez vite, très vite, les gens ont commencé à venir me parler dans la rue et tout. Et moi, j'étais avec mon père, souvent. Et ça, pour lui, c'était très joyeux. Parce que tout d'un coup, tu vois, le Maroc... Qui est associé à quelque chose de positif. Exactement. Pour lui. Quelque chose de positif, quelque chose où tout d'un coup, on m'invite dans tel ou tel endroit. Donc, c'est aussi des opportunités professionnelles. Pour lui, pour moi. Tout d'un coup, il voit que c'est rigolo, parce que c'est rigolo. Oui, c'est clair. Tout d'un coup, du jour au lendemain, t'as des gens qui viennent te parler, machin, truc, et qui sourient, qui sont contents, ça les a émus parce que telle ou telle vidéo que t'as faite sur telle ou telle chose que eux ont vécu quand ils étaient petits, toi tu le découvres. Enfin, c'est joyeux, quoi. Tout à fait. Et ça, ça dans notre relation, je pense que ça a beaucoup joué. Ok, très bien. C'est une belle chose en tout cas, vraiment. Ensuite, je voulais te demander, est-ce que tu as déjà vécu une période difficile? Je pense que oui. À peu près comme tout le monde, on passe tous par des événements compliqués, mais est-ce que tu as vécu, par exemple, une dépression ou une anxiété très forte qui t'a vraiment bloqué et handicapé durant une période de ta vie? Et si c'est le cas, comment tu as fait pour t'en remettre concrètement? Est-ce que tu as mis des choses en place? Est-ce que tu as consulté? Enfin voilà, j'aimerais savoir. Je suis contente que tu parles de santé mentale parce que c'est un sujet majeur, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Moi, bien sûr, j'ai traversé des périodes très, très, très dures. Je suis tombée très, très bas. Et je pense que... oui, on peut parler de dépression, bien sûr, pour faire les choses simples. En fait, moi, je crois profondément à la thérapie. C'est quelque chose qui m'accompagne depuis plusieurs années. Donc, moi, j'ai une thérapeute, vraiment sans elle... je suis nulle part, vraiment. Et je reçois souvent la question parce que j'en parle assez librement sur mes réseaux. De temps en temps, je fais des stories, je dis je sors de chez la psy, machin. Enfin, j'ai absolument vraiment mais aucun tabou avec ça. Et en fait, on me pose la question du rapport entre ça et la religion. Comme si parce qu'on était musulman, il fallait pas aller voir le psy, qui pour moi est une absurdité totale puisque la thérapie pour moi est complètement fait partie intégrante en fait aussi de la spiritualité. C'est une manière de se découvrir soi-même, c'est une manière parfois d'approfondir en fait son rapport à Allah. Moi, je parle de Dieu avec ma psy sans aucun problème. Elle est pas musulmane, mais elle est très ouverte à ces questions-là. En fait, ça fait tellement partie de mon âme que tu dois au final échanger à ce sujet. Bien sûr, et il en existe beaucoup des thérapeutes comme ça. Je pense qu'il y a un manque malgré tout parce que un jour j'avais posté une story en disant je sors de chez la psy, en disant qu'elle était très ouverte aux questions religieuses et j'avais reçu une avalanche de DM demandant donne-nous son nom parce que on cherche en fait des thérapeutes comme ça et en fait faudrait qu'on fasse des recherches et tu sais clair. Est-ce qu'il existe un collectif de thérapeutes ou musulmanes ou ouverts sur ces questions-là? Je ne sais pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il faudrait, je pense, que je me renseigne pour ne serait-ce que donner autour de nous aux personnes qui souhaitent du coup via consulter. Nos réseaux ouvrir à ça parce qu'il y a une forte demande dans la communauté musulmane. Et en plus, Dieu sait que l'islam comprend en son sein beaucoup de réponses en fait sur les questions de santé mentale. Donc pourquoi se priver? Enfin, c'est ça. C'est super. Il y a vraiment plein de choses à discuter. Mais excuse-moi, je reviens à ta question. Donc, je dirais que la première chose pour m'en sortir, ça a été vraiment la thérapie. Parce que j'ai tellement eu besoin d'un œil extérieur. Tellement besoin d'un œil extérieur pour analyser les choses, pour me sortir de ces sentiments tellement négatifs, tellement douloureux que je m'en sortais pas moi-même. Ça, c'était avant mon retour à l'islam. D'accord. Donc là, je te parle d'un moment où je ne suis pas
Ouais, vraiment, je suis pas revenue à la religion. Ok. Donc je pense que je n'ai pas Allah. Je ne m'adresse pas à lui. Ok. Je suis vraiment dans un raisonnement, presque athée, en fait, à ce moment-là. Je te reparlerai après de moi, mon cheminement spirituel, parce que j'étais jamais j'ai été athée, mais en tout cas, à ce moment-là, vraiment, j'étais, je parlais pas à Dieu. Donc je dirais la thérapie est un des trucs, moi, qui m'a le plus, mais vraiment le plus aidé. C'est vraiment basique, hein, mais c'est la routine. M'imposer une routine drastique, c'est-à-dire drastique mais saine, c'est-à-dire me lever tôt, faire du sport le matin, à la même heure, tous les jours, manger sainement, me coucher tôt. Et c'est des trucs qui ça aide énormément. Mais ça aide, mais ça sauve la vie. Et ça, c'est encore une fois, c'est dans l'islam. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, c'est déjà, voilà. Mais en fait, le fait de faire ça, juste en fait, il y a une chimie dans notre corps, il y a tout un truc qui se met en place. Et on connaît aujourd'hui vachement plus dans la psychonutrition les rapports entre nourriture et psychologie. C'est primordial en fait. On ne peut pas aller bien si on ne mange pas bien, on ne peut pas aller bien si on ne dort pas bien. On ne peut pas aller bien si on ne fait pas de sport. Exactement. Mais c'est super dur parce qu'en fait, quand on est très 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 mal, c'est dur. C'est super dur de se lever en fait. Tout à fait. Tu peux même pas. Moi, j'ai passé des mois effondrée sur mon canapé, à ne pas pouvoir. Tu connais cette sensation, c'est hyper difficile. Donc c'est super dur en fait de dire ça à quelqu'un, dire lève-toi et fais du sport. Évidemment que c'est pas ce qu'on dit, mais peut-être que grâce à une thérapie, la thérapeute peut nous pousser à justement commencer cette routine. C'est ça, je pense que le processus, lorsque tu es accompagné, se fait plus facilement que lorsque tu prends en charge tout toute seule. C'est dur d'être seule dans cette situation, tu vois. Je pense qu'il faut s'enlever la culpabilité dans ces moments-là et dire en fait, il faut accepter je suis d'accord qu'on a besoin d'aide. D'ailleurs, en fait, je rebondis sur ce que tu dis, je pense que vraiment, si je devais remettre un peu dans l'ordre toutes les idées que je t'ai données, peut-être que la première, c'est d'accepter que j'ai besoin d'aide. C'est ça, c'est vrai. Et c'est le plus dur dans le processus, justement, de réaliser que de nous-mêmes, on n'est pas en capacité actuellement d'aller mieux. On n'a pas la force nécessaire pour. Absolument. Pourtant, on a toujours eu cette habitude, par exemple, de prendre soin de nous-mêmes tout seul. Mais lorsque tu arrives à ce moment-là de ta vie où vraiment tu n'as plus cette énergie-là, faut accepter de prendre de l'aide de l'extérieur. Et c'est vraiment le pas le plus compliqué à faire, tu vois. Vraiment. Mais c'est le pas le plus nécessaire. C'est le plus nécessaire, tu vois. Parce que de là va découler, en fait, toute une série de choses bénéfiques pour toi. C'est ça. Exactement. Mais si tu ne prends pas la décision, si tu n'acceptes pas que tu t'en sortiras pas tout seul, tu vas pourrir dans ton coin, quoi. Totalement. Mais c'est super dur. C'est dur. C'est vraiment dur. C'est clair. Donc c'est tout un travail. Il faut aussi du coup se féliciter au final d'avoir réussi à faire ce pas-là, d'avoir pris l'initiative de consulter, de prendre soin de soi et de repartir sur de bonnes bases, des bases plus saines pour aller mieux au final, tu vois. Donc ok. Donc concrètement, ton process a été du coup d'être accompagné. Et grâce à cet accompagnement par ta thérapeute, tu as pu mettre petit à petit des actions en place qui t'ont permis par la suite de te sentir mieux. Exactement. C'est super. Exactement. Ok. J'ai à peu près le même process. Ouais. Moi, ça a été plus difficile dans le sens où j'y vais encore chez mes parents. Donc, mes parents ne voyaient pas forcément au début qu'il y avait un problème. C'est à force de ne plus aller en cours, de rester enfermée à la maison. Ils s'étaient contactés par mon lycée à l'époque, tu vois, pour dire que je séchais tout le temps. Et au début, je disais juste que j'avais pas envie d'aller en cours, mais non, c'était beaucoup plus profond que ça. Et quand je suis arrivée vraiment à la période où je ne mettais plus les pieds dehors, je ne m'alimentais plus, j'étais tout le temps dans le noir, enfermée dans ma chambre, c'est là qu'ils ont compris qu'il y avait un réel problème, tu vois. Donc là, ils m'ont dit, du coup, ils m'ont emmenée même chez le médecin, tu vois, pour que je puisse faire une consultation. Et de par le médecin, j'ai été du coup orientée vers une psychologue. Trop bien. Et de la psy, moi, j'ai directement été amenée en hôpital psychiatrique parce que j'étais vraiment au plus bas, tu vois. Et c'est après plusieurs hospitalisations et à force de voir aussi la psychologue que j'ai commencé du coup à aller mieux petit à petit. J'ai aussi pris des médicaments, tu vois, pour aider. Donc ça a été une période très compliquée. J'ai mis globalement, parce qu'il y a eu des coupures entre-temps, tu sais, t'as toujours des petites périodes où ça va mieux, mais tu peux très vite faire une rechute. Mais dans la globalité, j'ai mis 8 ans à m'en sortir, tu vois. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va mieux. Et je te rejoins quand tu dis que la religion aide, parce que c'est principalement aussi ce qui m'a aidé aussi à aller mieux, me raccrocher, tu vois, à ça. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de me sentir aussi bien avec moi-même. Toi, t'as grandi dans l'islam? Approximativement. En fait, mes parents m'ont inculqué les valeurs de l'islam, mais mes parents m'ont toujours dit tu fais comme tu souhaites. Tu vois, tu n'es pas obligé d'eux, mais si demain tu décides d'eux, évidemment, on sera là pour t'apprendre davantage, te soutenir, etc. Bon, c'est à mes 18 ans, après ma première hospitalisation, que je me suis réellement
intéressée à l'islam. Ah, c'est après? Oui, c'est après. C'est fou, ça. En fait, je suis arrivée dans mon lit d'hôpital et je me suis allongée. Je me suis dit, dès que je sors d'ici, si j'en sors, Inch'Allah, je me mets directement à me réintéresser, à reprendre la prière, etc. Et c'est à partir de là, du coup, que j'ai fait ce cheminement, tu vois. Que j'ai fait ce cheminement. Et à mes 21 ans, j'ai décidé de porter le hijab. Ça aussi, ça a été une autre transition qui m'a apporté davantage, tu vois. Donc, ouais, c'est tout le process qui fait qu'aujourd'hui, je suis bien. Allah vraiment prévoit des choses pour Je nous. te jure. Il faut pas douter de lui, parce C'est que clair. vraiment, même une hospitalisation, oui, même quelque chose de très dur peut vraiment exactement, nous faire revenir à lui. Je te jure que Tout à c'est fait. pour ça que j'ai des frissons, en fait, quand tu me racontes ce que tu me dis là, parce que c'est clair. ton chemin aurait été peut-être différent Totalement si tu différent. n'avais pas eu cette dépression. C'est ce que je me dis. Si tu n'avais pas été hospitalisée. Exactement. C'est un bienfait. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis reconnaissante d'avoir vécu toutes les difficultés que j'ai eues dans ma vie, parce qu'au final, ça m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui, tu vois. Mais je te jure que ça, c'est fou, parce que on a tendance un peu à oublier quand il nous arrive des trucs pas bien, etc. C'est mais vrai. À chaque fois, moi, j'ai jamais vu de ma vie une histoire humaine, mais quelle que soit la personne, quelle que soit son origine, sa religion, quel que soit le truc, où un événement négatif n'est pas en réalité un bienfait derrière. C'est vrai. Je n'ai jamais vu. Pareil. De ma vie. Vraiment, je demande qu'on me dise aujourd'hui un exemple où quelque chose de négatif n'a pas été en réalité un bienfait par derrière, la suite. Peut-être des années plus tard, on ne sait pas, tu vois. Fait. Et parfois, justement, on a tendance à vivre des moments, du coup, de difficulté. On reste sur la difficulté, après ça passe avec le temps, mais on oublie justement les années, enfin les mois ou les années à venir, que de par cette difficulté est venue cette facilité, en fait, tu vois. Donc faut faire parfois, tu sais, le checking, se poser, écrire un peu, faire un checking avec nous-mêmes, mais ce qu'on vit quotidiennement, tu vois, pour se rappeler que ah oui, il s'est passé ça, mais alhamdoulilah, aujourd'hui, grâce à ça, j'en suis à là, tu vois. Exactement. Ouais. Alhamdoulilah, je suis contente pour toi. Moi aussi, je suis fière de toi aussi. Moi aussi, c'est réciproque. C'est totalement réciproque. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. On va passer du coup à la question suivante qui était... Donc oui, en gros, qu'est-ce que tu mets quotidiennement, du coup, depuis, suite à cette phase que tu as vécue quotidiennement, pour te sentir bien avec toi, et également avec le monde qui t'entoure? Entre-temps, la grosse chose qui a changé, c'est vraiment mon retour à l'islam. Et donc aujourd'hui, c'est ma priorité. Pas à pas, petit à petit. Je dis toujours que je suis une baby musulmane parce que j'ai l'impression de rien connaître et de vraiment commencer mon cheminement. Mais dans ce début-là de cheminement, j'essaye de, tous les jours, en fait, de plus en plus de m'investir. Je sais pas trop comment m'investir dans l'islam, mais en tout cas essayer d'apprendre. Essayer, ça c'est vraiment super important, d'être assidue dans ma pratique, de comprendre pourquoi aussi la pratique, pas juste l'appliquer sans réfléchir, parce que je crois que c'est très important dans la religion de penser, de réfléchir. Je suis d'accord. Moi par mes lectures, de par mes convictions, je pense que Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse à la réflexion et à l'esprit critique. Et donc je dirais que aujourd'hui, ma spiritualité, c'est ma bouée de sauvetage, c'est mon refuge, c'est ma joie, c'est ce vers quoi je me tourne au moindre problème. Oui. Ça, je l'ai appris parce que j'avais beaucoup de mal à le faire avant. Dès qu'il y a un souci, plutôt que d'appeler mon frère, mon père, que sais-je, vers Allah. Avant, il y a personne d'autre qu'Allah qui doit entendre mes premières plaintes, en fait. C'est vrai. Plaintes ou demandes ou doutes, en fait. Je suis d'accord. Et j'essaye. Parfois, j'oublie. Et je bien me dis, sûr. allô, maman. Mais en fait, même avant ma mère, c'est lui, en fait, à qui je dois parler. Et ça, depuis que j'applique ça, c'est extraordinaire. Mais en fait, limite, même pour un non-croyant, je conseillerais cette méthode, en attendant, Inch'Allah, qu'il croit un jour. Mais parce qu'en fait, le fait aussi psychologiquement de s'adresser à quelqu'un. En fait, on formule. Et dès lors qu'on met des mots sur les choses, elles paraissent tout de suite beaucoup moins impressionnantes, beaucoup moins tristes, beaucoup moins ingérables. Plus claires aussi. Plus claires, bien sûr. Et j'ai remarqué aussi que le fait de formuler les choses, par exemple un désir, quelque chose qui nous fait envie, en fait, nous motive aussi. Et c'est un peu de la... les trucs d'américains là, de visualisation. Mais en fait, dans l'islam, c'est ce qu'on nous a inculqué en réalité dans l'islam. Absolument. C'est juste sous une autre forme, mais c'est vraiment ça. Exactement. Le fait de demander à Allah nous permet de visualiser et donc en fait d'aller vers nos objectifs.
Exactement. Oui. Donc en fait, qu'on soit croyant ou pas, il y a des vraiment, je recommande l'islam, même pour ceux qui doutent, parce que il y a vraiment des enseignements extraordinaires. Mais c'est ça, vraiment. C'est clair. Et c'est ce que je dis souvent dans mes podcasts. Je leur dis dans mes conseils, en gros, parler. Ouais, juste parler, même si c'est parler dans le vide, entre guillemets. Ouais, absolument. Parler. Ça fait tellement de bien. Absolument. Parce qu'au final, on n'a pas forcément cet entourage-là qu'on peut appeler, où on peut prendre le temps de discuter de nos problèmes, etc. Ouais. Alors que, nous, en tant que musulmans, on sait que Allah, il est là 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Et même si on doit lui répéter encore et encore les mêmes choses, il nous écoutera toujours, il sera toujours là. Absolument. Alhamdulillah, tu vois. Donc, je me dis que même en tant que non-croyant, avoir cette habitude-là de parler. Complètement. Et de se vider le cœur, l'esprit, etc., ça aide énormément. Tu vois. Et moi, je recommanderais pour un non-croyant de pas se vider et de parler à quelqu'un, mais à une entité, quelle qu'elle soit. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui croient en l'univers, il y a des gens qui croient en la mer. Exactement. 1001 croyances dans ce monde et c'est très bien comme ça. Et Allah l'a voulu aussi ainsi. S'il avait voulu qu'on soit tous musulmans, on serait tous musulmans. Exactement. Et ça aussi, c'est quelque chose que les gens comprennent pas très bien avec l'islam et les musulmans. C'est qu'ils ont toujours l'impression que les musulmans veulent tout. Intégristes, le grand remplacement, veut tout, machin. Exactement. Rien à voir. En fait, c'est à peu près l'inverse. C'est pas une religion très prosélyte. C'est une religion qui est assez tranquille en réalité. Et vraiment, on est convaincu que Allah, s'il avait voulu qu'on soit tous musulmans, il l'aurait fait. Exactement. Donc, voilà. Bon, ça, c'est un truc, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est bien de l'avoir rappelé quand même. Mais c'est vrai que s'adresser, en fait, comme tu dis, parler, c'est tellement important. Et moi, je sais que récemment, j'ai vu une vidéo d'une fille qui fait des rappels, je me rappelle plus exactement qui c'est, sur les réseaux, et elle disait: parlez à Allah, même quand il ne s'agit pas de lui demander des choses, ou de vous plaindre, ou d'être triste. Parlez-lui pour des trucs. Ouais, oh, tiens, Allah, il fait chaud aujourd'hui. Oui. Ah tiens, Allah, je me prendrais bien une petite douche là. Parce que c'est comme ça qu'au final, tu crées cette habitude-là, justement, de lui parler à chaque fois et de venir vers lui, que ce soit dans la difficulté ou la facilité. Exactement, la difficulté, la facilité, ou la vie de tous les jours, quotidienne, sans obstacle, tranquille. C'est clair. Et cette habitude-là, elle maintient aussi le lien à Allah, elle nourrit l'amour à Allah. Tout à fait. Et elle nourrit aussi, je trouve, la conviction qu'il nous aime. Parce que ça, moi, je trouve, plus j'ai la chance de parler à des musulmans, à des musulmanes, plus je retrouve cette constante. On doute souvent qu'il nous aime parce qu'on ne se sent pas légitime, parce qu'on a honte de nous. Exactement. Ce qui est bien parce qu'il faut un peu de culpabilité pour pouvoir se remettre en question, mais on va trop loin souvent dans ce sentiment-là, alors qu'il nous aime. Tout à fait. Il est tellement miséricordieux que vraiment on oublie à quel point il est et à quel point son amour pour nous, il est immense. Et donc, en parlant, on maintient ce lien et on maintient cette conviction-là. Pas oublier vraiment qu'il nous aime à tout instant de la journée. C'est vrai. C'est tellement vrai. Ça fait du bien de l'entendre. Il faut se le rappeler. Même moi, je me le rappelle autant que possible. Totalement. Alhamdulillah. Waouh. Peut-être on va pleurer à la fin de l'épisode, on sait pas. C'est sûr, on va pleurer. Du coup, merci pour tes réponses. Question suivante. Donc, cette question, quand je l'ai écrite, j'ai ri, je me suis dit, je me demande vraiment ce qu'elle va répondre. Donc, s'il te restait une journée à vivre dans ce bas monde, qu'est-ce que tu ferais? Franchement, je prierais. Vraiment, sincèrement, je le dis sincèrement. Je prierais. Dans un premier temps, j'essaierais de dire un maximum de choses, me repentir un maximum, me repentir et j'essaierais de le faire avec les miens, j'essaierais de le faire avec ma famille. Oui. J'essaierais de regrouper ma mère, mon père, même si ma mère elle est pas musulmane, mais c'est pas grave, je dirais, allez maman, allez viens, mets-toi à côté de moi sur le tapis. Mes frères, vraiment, et j'essaierais de prier pour nous, de nous repentir. Franchement, c'est beau. Je vois pas quoi. Je pense que c'est la seule chose à faire en réalité en tant que croyant musulman. Moi, je vois pas d'autre chose. Qu'est-ce que tu vas faire sincèrement? C'est un moment, du coup, comme tu l'as dit, avec tes proches. C'est ça. Mais en soi, je ne vois pas. Je vois pas, franchement, après, tu te fais un bon petit repas de famille. Voilà. Tu vois? Un bon petit dernier repas. Alhamdoulilah, histoire Dieu, tu profites, et puis tu t'en vas, tu vois. Exactement. Ouais. J'ai la même vision que toi à ce niveau. Bah ouais. Ouais. Tu veux faire quoi d'autre? Je te jure. Je suis d'accord. Alors ensuite, il reste 3 questions. C'est passé super vite. C'est très très vite. Alors, je voulais te demander, qu'est-ce que t'as apporté ton ascension sur les réseaux sociaux? Comment tu l'as vécu? Est-ce qu'il y a eu des moments où
c'était un peu plus difficile que d'autres parce que t'as quand même, ça a pété d'un coup en réalité. Et en plus de ça, tu me dis aujourd'hui que c'était pas forcément dans tes projets de base. Donc comment tu l'as vécu? Je l'ai vécu aussi bien que mal. Ok. Je l'ai vécu dans le positif avec en fait un amour que tu reçois de milliers de gens qui est tellement beau, qui est tellement dans la bienveillance et sincère, et que ce soit dans les messages que tu reçois, mais aussi dans les gens que tu rencontres dans la rue, parce que c'est ça le gros changement en fait dans la vie. Parce que tant que ça reste virtuel, il y a quelque chose d'un peu impalpable. Mais dès lors que c'est dans la vie de tous les jours et que d'abord au Maroc, puis après quand je suis rentrée à Paris, puis n'importe quelle ville en fait où j'allais, tu rencontres des abonnés, tu parles, t'as des conversations, parfois des conversations passionnantes. Oui. L'autre jour, j'étais encore dans le métro et toute la ligne, je parle avec un musulman qui me parle de son retour à la religion, de comment il était perdu, comment il a retrouvé Allah, qu'est-ce que la religion veut dire pour lui. Enfin, et puis une autre fois, c'est une fille qui reconnecte avec le Maroc aussi. Donc là, on est plus sur la question du Maroc. Enfin, ça change vraiment ton quotidien à ce niveau-là. Et moi, j'aime profondément les gens. Je suis quelqu'un d'assez extraverti, d'assez social. Enfin, j'ai mes petits moments, j'aime bien tout seul, mais globalement, vraiment, j'aime bien les gens. Donc ça, c'est le côté positif. Ça a été assez extraordinaire. Et est venue, on en reparlera peut-être après, mais toute une série aussi d'opportunités professionnelles qui sont très positives. Donc ça c'était vraiment vraiment chouette, et ça l'est encore aujourd'hui. Sur le côté négatif, je pense que le fait de tout d'un coup être exposé comme ça et d'être reconnu, ça m'a aussi fait peur. Parce que du jour au lendemain, effectivement, l'envers du décor, l'envers de la pièce, c'est que tu vas rencontrer beaucoup de gens qui te reconnaissent et qui te parlent, et la majorité sont très bienveillants, très gentils. Mais tu peux tomber, comme c'est le cas dans toute société humaine, sur des gens un peu particuliers. Et t'as pas forcément l'énergie ou le temps ou le cœur à ça pour gérer en fait des conflits, parce que du coup tu vas rencontrer quelqu'un même qui t'aime bien, hein, mais qui va moi j'ai eu des cas où on me prend dans les bras très très fort, on me serre alors que j'ai pas dit oui, tu vois, de forcément tactile, et c'est ça moi, enfin je suis assez tactile, mais quand je choisis, tu vois, tout à fait, pas quand on te l'impose. Là c'était une dame, tu vois, par ailleurs adorable, mais c'est trop, tu vois, qui te prend, qui te serre, qui te crie, qu'elle t'aime trop. Là pour moi, moi qui viens à peine de commencer, vraiment, je considère que je suis vraiment personne. Je le dis pas en fausse humilité, je le crois sincèrement. Et elle a cette attitude avec moi, et c'est arrivé plusieurs fois, tu vois, des gens qui tout d'un coup confondent. En fait, à partir du moment où t'es sur les réseaux et donc les gens te voient sur le téléphone, ça te donne une espèce d'importance aux yeux de certaines personnes, alors que vraiment tu n'as ni meilleur ni moins bien que ton voisin. Tu n'as juste ce que t'as fait, c'est que t'as fait du montage, tu l'as posté. Les réseaux sociaux sont vraiment une déformation de la réalité à ce niveau-là. Tout à fait. Et donc moi, ce qui me gêne énormément souvent, c'est quand je rencontre quelqu'un et que le fait d'être sur les réseaux, tout d'un coup, crée une espèce de soit d'admiration qui me gêne énormément, tu vois, soit de distance. Alors carrément, il y a des gens, je sens, ils viennent pas me parler, alors que frère, genre, je suis tellement normale, en mode vraiment, tu vois. Je sais pas, ce truc-là me gêne énormément, et je pense que voilà, donc je dirais qu'il y a certaines interactions compliquées, cette distance que ça peut créer avec les gens dans la vraie vie, et après il y a toute la partie beaucoup plus classique du harcèlement, du cyberharcèlement. Oui. Oh là, là on est dans quelque chose de tellement classique. Je suis ni la première ni la dernière, mais c'est vrai que je n'y avais jamais goûté avant. Je m'en serais passée. J'ai découvert le cyberharcèlement. C'est intéressant. C'est intéressant. Vraiment, c'est intéressant. Et là, non, en fait, j'en avais tellement entendu parler de la part de différents créateurs, créatrices de contenu, créatrices surtout, parce que le cyberharcèlement vers les femmes est très différent, évidemment, que celui envers les hommes. Ça, il est bien plus violent, bien plus systématique. C'est clair. Même si les hommes sont pas épargnés, malheureusement, mais je pense que malgré tout, les femmes prennent plus cher sur les réseaux. Et donc, j'ai découvert ça. Et dans un premier temps, je disais, ah oui, d'accord, oui, c'est une telle en avait parlé. Bon, voilà, ça va, je m'en fous. Puis ça continue, et puis tu dis, ah, je m'en fous peut-être un peu moins. Puis un peu moins, puis en fait, c'est la répétition. Bien sûr. C'est la répétition qui fait qu'au bout d'un moment, tu finis par dire, ça va aller. Genre, parce que moi, en fait, je suis à la croisée de différents mondes où la haine peut s'immiscer. C'est-à-dire que moi, j'ai
j'ai les fachos et d'extrême droite qui me détestent parce que je représente la femme blanche qui est partie du mauvais côté. J'ai je peux te faire la liste là de tous les gens qui me détestent. Non, après j'ai des trucs très classiques, des mascus, des mecs voilà de base qui sont énervés par moi parce que je suis une femme, j'existe en tant que femme sur les réseaux et ça de toute façon c'est insupportable pour beaucoup de gens de base. Les islamophobes, donc là on est vraiment spécifique sur l'islam, là c'est compliqué. Parce qu'en plus j'aime trop l'islam, donc j'avoue. Oui, t'en parles souvent, ça fait partie de normal, toi, en soi, donc c'est, enfin voilà. Tu vas pas te priver d'en parler sous prétexte que telle ou telle personne. C'est clair, tu vois. Donc là, c'est des trucs parfois spécifiques, tu vois, sur l'islam. Parfois, ça mélange donc le Maroc, l'islam, machin. Et j'ai pas subi de cyberharcèlement du tout de la part de la communauté musulmane. Ni de la communauté marocaine ou quoi, pas du tout. Parce que ça, parfois, on me pose la question, on me dit oui, mais est-ce que du coup, il y a des musulmans qui machin Si c'était le cas, je le dirais, parce que je sais que ça existe et je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui souffrent de ça. Moi, franchement, alhamdoulilah, j'ai un peu épargné pour le moment. Tout peut arriver dans la vie. Franchement, les réseaux, c'est tellement bizarre comme monde que je m'attends à tout. Si c'est mon destin, c'est mon destin et voilà. Mais c'est vrai que pour le moment, j'ai plutôt du côté de la communauté, j'ai été très soutenue et très encouragée. De temps en temps, voilà. Des mecs un peu intégristes qui sont pas contents. Bien sûr, je saouler. Mais tu vois, par exemple, une remarque qu'on pourrait me faire, c'est que je porte pas le voile et que je parle d'islam, tu vois. C'est un truc qu'on voit souvent parce que les femmes qui portent le voile, on les emmerde à longueur de journée. Parce que le voile, il est pas assez ci, il est pas assez ça. Ou celles qui le portent pas, qui parlent d'islam, elles ont pas le droit de parler d'islam parce qu'elles portent pas le voile. Puis du coup, quand tu le portes pas assez bien. Enfin, tu dois connaître ce sujet. Ah oui, tout à fait. Encore hier, je me mangeais des commentaires sur TikTok par rapport à ça. Voilà. Et ça, c'est l'enfer. Vraiment, je suis en empathie totale avec toi, avec toutes les créatrices de contenu. Enfin, non, c'est l'enfer. Clairement. Faut qu'on parle plus de ça, franchement, c'est un sujet trop important. On fera un épisode à ce sujet. C'est bien, non, mais vraiment, c'est bien, parce que c'est trop grave, en fait. C'est trop grave. Et donc, moi, évidemment, je subis pas ça, mais du coup, moi, on me dit juste, qu'il faut que je me voile. Mais c'est pas des musulmans qui me le disent. C'est ça qui est extraordinaire. C'est de la Je te jure que c'est pas des musulmans. Je te jure. Mais c'est des malades. C'est des malades. Et donc, moi, je m'attendais à ce que ce soit, tu vois, une frange, tu vois, de la communauté musulmane qui tu vois. C'est ce qui arrive souvent. Malheureusement, ça arrive et les créatrices de contenu voilées le disent, qu'il y a une partie de la communauté qui les attaque sur ça. Mais c'est pas des musulmans. Et j'ai fait ma petite enquête. Mais je comprends pas. C'est des grands malades. C'est des mecs, tu vois, franco-français, catho, d'éducation, machin. Ils disent, t'as qu'à te voiler. Ils se prennent pour qui? Mais c'est... Enfin bref. Comme souvent avec le discours d'extrême droite, c'est un discours qui ne tient pas debout, qui n'est absolument pas cohérent et qui manque cruellement d'intelligence. Donc, totalement. C'est pas ça qui fait le plus mal, c'est un peu absurde. Ouais, je suis d'accord. Et puis non, en dernier lieu, évidemment, le plus gros cyberharcèlement que j'ai subi, c'est le cyberharcèlement sioniste, violent, dû à mes positions pro-palestiniennes. Voilà. Donc ça, c'est tout un autre sujet, mais c'est vrai que j'ai vraiment été victime de grosses vagues ultra violentes de haine à base de menaces, de mort, de viol et tutti quanti. Et c'était massif, quoi. Massif. Et c'est des gens qui sont dans une extrême violence, dont ils ont même plus conscience, en fait, sur le territoire israélien, mais aussi sur le territoire français. Ah oui, d'accord. Sur les deux. Avec beaucoup de Français franco-israéliens, en tout cas, sympathisants de la cause qui étaient pas contents, quoi. Vraiment pas contents du tout de ce que je disais. Après, j'ai pas mâché mes mots, j'ai pas mâché ma position, je la mâche toujours pas et je la mâcherai toujours pas. Jamais. Qu'Allah me permette de continuer à mettre ma petite participation dans cette lutte, Inch'Allah. Mais voilà, donc ça c'était le plus violent, franchement. Ok. C'est fou quand même. En fait, je me dis qu'on a quand même, de base, on est censé avoir une certaine liberté d'expression. Donc déjà, à partir de là, que chacun reste à sa place. Et puis, au-delà de ça, de la haine comme ça, gratuitement, alors que tu véhicules des messages qui sont positifs, non, mais vraiment, c'est un truc vraiment qui m'exaspère. Je me dis que t'es sur les réseaux sociaux, vraiment, t'es un soleil. Concrètement, t'es un soleil, t'es pleine de bonnes énergies et tout, et de se dire que t'arrives quand même à te manger autant de négativité alors que tu fais tout pour apporter de la positivité autour de toi. C'est injuste. C'est vrai que c'est bizarre.
Mais c'est pour ça que c'est bien une preuve que le harcèlement, ce n'est absolument pas lié au contenu que tu fais. Absolument pas. Tu Absolument pourrais pas. parler de tracteur, Ouais, tu te ferais harceler, en fait. totalement. C'est Tu clair. peux parler de peinture Mm. sous-couche, machin, tu te ferais harceler, en Je fait. suis d'accord. Mais si t'as la malchance d'être une femme, si t'as la malchance d'être une femme musulmane, alors toi, femme musulmane, noire, voilée, j'ai le combo. voilée, non mais toi, t'as Je le te jure, combo j'ai le gagnant, combo gagnant. mais je ne Je sais te jure. pas comment tu Mais fais. vraiment, c'est pas facile tous les jours, Bah oui, honnêtement. Mais quand t'as tes convictions et que tu sais bien le sûr, pourquoi du comment bien tu sûr, es dans cette bien lignée-là, sûr, c'est ce qui aide, bien tu vois. sûr. Mais bien évidemment que je me mange d'autant plus là ces derniers temps parce que j'ai commencé à poster sur TikTok récemment, Ok, tu vois. ouais. C'est un autre Et monde, TikTok. j'ai eu des vidéos virales récemment et je Ouais, me suis mangé des commentaires. Je me suis dit, mais attends, c'est donc ça en fait, ce dont les gens parlent. ouais, c'est Parce que ça. tu sais, j'ai toujours été sur Instagram et j'ai une communauté hyper bienveillante. J'ai pas des millions d'abonnés en soi, mais la communauté que j'ai est là depuis des années et c'est que de la bienveillance, tu vois. C'est très bien ça. Alhamdoulilah, Ouais, pourvu que ça dure. Mais là, TikTok, du coup, j'ai eu mes premiers commentaires, tu vois. ouais. Et je me suis dit, ah ok, d'accord, bon, bah va falloir avoir les épaules solides parce que je compte pas arrêter. Bien sûr, Je ne compte bien absolument sûr, pas absolument arrêter. Je vais pas. continuer dans cette lancée. Et puis, dans tous les cas, c'est soit je les ignore, soit je rentre dans leur jeu. Donc, je vais juste jouer la carte de l'ignorance et continuer dans ma lancée, quoi qu'il, tu vois. Ouais. En Donc, plus, c'est voilà. tellement primordial que tu continues, parce que C'est je pense clair. que beaucoup de créatrices de contenu, au bout d'un moment, s'arrêtent, en fait. Oui, oui, Je oui, pense oui. qu'il y a plein de gens que ça décourage Bien parce que sûr. c'est super violent. Je Ouais. pense que, en fait, il y a beaucoup d'avantages à exercer ce métier-là, à créer du contenu, à être libre de ce qu'on fait. Il y a toute une chose, enfin voilà, c'est des métiers qui sont géniaux à ce niveau-là. Mais c'est vrai que toute la partie morale, C'est harcèlement, ça. de chaque jour se faire insulter, Ouais. tous les jours, et en Mhm. fait, ça t'atteint Bien d'une sûr. manière qui est indescriptible, en fait, C'est pour quelqu'un qui ferait pas normal. ce truc-là. On reste des êtres humains. Non, mais On a une totalement. certaine Bah, sensibilité. totalement. On est des femmes, donc oui, on a une Absolument. sensibilité accrue. Il y a des personnes qui sont hypersensibles, qui ont eu des passifs d'harcèlement ou autres. Donc au final, quand tu arrives à ce stade où t'es connu entre guillemets sur les réseaux et que tu revis de l'harcèlement, Ouais. c'est pas forcément quelque chose de plaisant non plus, tu vois. Bien sûr. Donc ouais, c'est clair. Parce qu'en plus, t'as toujours un peu peur qu'il y ait un malade qui passe à l'action aussi. Oui, aussi. Parce qu'on en a eu des exemples, hein. Bien C'est sûr. virtuel jusqu'au moment où ça l'est plus. Ça hein. l'est plus, exactement. C'est pour ça qu'il Et faut faire attention faut aussi. faire hyper attention. Ouais. Justement, aurais-tu des tips à donner aux personnes qui souhaitent se lancer sur les réseaux sociaux, que ce soit de manière quotidienne, vraiment pour but de gagner sa vie Ouais. en tant que créateur de contenu, ou juste pour un complément de revenus, par exemple? 2-3 tips essentiels selon toi pour débuter. Moi, j'ai 2 tips que j'ai pu observer dans mon expérience parce que j'avais déjà fait en fait des tentatives auparavant, notamment une chaîne YouTube de vlogs de voyage nuls, mais c'est pas grave. Moi, j'ai toujours aimé les réseaux en fait, ça fait des années que j'aime ça. Ce que je suis en train de comprendre, du coup. Vraiment, moi en fait ça a marché, mais il faut savoir que j'ai fait plein de tentatives avant, diverses et variées. J'avais un compte, je parlais un peu plus de santé mentale d'ailleurs, donc c'est pour ça que ça m'a aussi touché que tu veuilles en parler. YouTube, enfin moi je suis une grosse consommatrice à la base. J'aime ça. Donc bah d'ailleurs, j'avais 2 tips, j'en ai 3. Être un consommateur. Avant toute autre chose. Oui, je crois que si on kiffe pas ça, si on consomme pas, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, franchement, ça va être difficile. C'est de la même manière que tu vas pas faire du cinéma si t'as jamais vu un film de ta vie. Je suis d'accord. Mais en général, ça c'est plutôt facile, les gens kiffent. Donc ça c'est pas un souci. Mais consommer, et je dirais consommer encore plus à partir du moment où on a envie de se lancer. Oui. Ça, ce serait le premier conseil. Le deuxième conseil, on l'a beaucoup entendu, mais il faut le redire, c'est l'authenticité. Pour moi, les tentatives que j'avais faites avant n'avaient pas fonctionné parce que j'étais pas 100% moi-même. Toi, J'avais même fait un compte où je parlais en anglais. Oui, c'est ce que j'ai compris récemment, du coup, parce que j'avais vu une ancienne vidéo de toi où tu disais en gros, oui, bah il y a une période où je parlais en anglais, bah aujourd'hui, je vais commencer à parler du coup en français pour être d'autant plus moi. Quoi. Exactement. En fait, je parlais en anglais parce que bah je parle anglais avec beaucoup d'amis, je parle assez bien anglais et tout, donc je conscientais avec ça. Mais c'était, je sais pas, je me disais, je sais pas trop ce qui m'était passé par la tête. Je pense qu'il y avait inconsciemment peut-être une distance un peu. Je voulais me protéger un peu en parlant anglais, donc en touchant une communauté anglophone de gens que je connaîtrais pas. Enfin bref, il y avait mille et une raisons, mais c'était pas moi. On n'est pas 100% soi-même dans une langue qui n'est pas la sienne, tu vois. À moins vraiment d'être genre supra bilingue, tu vois, mais j'en suis pas non plus à là. Et je pense que ça, c'est qu'un exemple des choses que je faisais qui étaient pas 100% sincères. À partir du moment où j'ai parlé ma langue, où j'ai laissé tomber toute forme de
d'attitude ou quoi. Franchement, mes vlogs, c'était même dégueu. Je m'en fous. Franchement, je m'en fous de comment je suis. Mais alors que moi, je viens du cinéma à la base. Donc, moi, je soigne l'image. C'est quelque chose qui me tient très, très à cœur. Mais alors vraiment, pour moi, les réseaux, c'est pas du cinéma. Le but, c'est de récolter la parole authentique au moment où elle sort. C'est clair. C'est pour ça que j'ai toujours ma petite caméra avec moi. D'ailleurs, elle est là. Trop bien. Je vais la montrer. Ma petite caméra de vlog qui est minuscule et donc que je peux sans cesse avoir avec moi. Trop bien. Ouais. Et donc, elle est avec moi H24. Ok. Si je sens qu'il y a quelque chose qui va sortir, hop, je te prends directement en direct. vidéo. Okay, authenticité. Il faut que ça vienne du cœur. Après, tout le monde fait pas de format un peu vlog instantané comme moi, mais ne pas jouer un jeu, ne pas jouer un personnage, ce qui fonctionne pour moi dans tous les exemples que j'ai vus des créateurs, créatrices qui fonctionnent, c'est des gens qui ils y sont allés avec le cœur. Ils ont montré qu'ils étaient. Et en fait, chercher un peu, s'analyser un peu, savoir quelles sont ces petites bizarreries, c'est quoi qui te caractérise toi en tant qu'être humain. Qu'est-ce qui fait que tes copains ils rigolent quand tu sors? Ce truc-là, c'est ça que tu dois faire en vidéo. Qu'est-ce qui fait que les gens sont captivés quand ils te parlent? C'est ça dont tu dois parler. Être consommateur avant d'être créateur. Être 100% authentique et être régulier. Ok, très bien. Et donc, pour toi, c'est ces 3 codes principaux qui t'ont permis, du coup, d'avoir une certaine communauté aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est quelque chose que tu garderas sur le long terme. Écoute, j'ai pas vraiment intellectualisé le truc au début, mais j'ai remarqué avec le temps que plus j'étais sincère, plus j'étais moi-même, plus ça marchait. Plus j'étais régulière aussi. Et plus, d'un côté, plus l'algorithme me poussait aussi. C'est vrai. Parce que l'algorithme aime bien la régularité. Et de l'autre côté, plus aussi les gens s'attachent à toi. C'est vrai. Parce que t'es là, en fait, t'es présente. C'est vrai. C'est un peu un truc humain. Hein. Tout à fait. Tu vois quelqu'un tous les mois, tu le vois de manière irrégulière, c'est un peu plus compliqué. Et une nuance à apporter à ça quand même. Moi, j'ai plusieurs fois depuis l'été dernier, je fais des grosses pauses parce que différents événements de vie, des trucs où tout d'un coup, pendant 1 mois, j'ai rien publié, etc. Oui. À partir du moment où tu as noué des liens forts avec ta communauté, ils sont là. Hein. Oui, c'est vrai. Vraiment. Je suis d'accord. Je dirais que pour commencer, il faut pas s'arrêter. Mais après, faut aussi se détendre un peu parce qu'il y a aussi une course complètement folle à la création de contenu quand t'es sur les réseaux. Tout d'un coup, t'as l'impression que tu peux jamais t'arrêter. C'est vrai. En parlant de santé mentale, la santé mentale et les réseaux, c'est un grand sujet. C'est clair. Tu deviens fou. Oui, littéralement. Alors que vraiment, c'est tranquille. Hein. Oui, moi, il y a des fois, j'ai pas publié pendant vraiment plus d'1 mois. Non seulement j'ai pas perdu des abonnés, mais j'en ai gagné. Oui, en plus. Donc, il y a aucun souci, il faut se détendre. Parce que c'est important de prendre du temps pour soi, de souffler un peu, de couper un temps, sinon tu t'en sors plus. Tu pètes un câble. Ah ouais, clairement. C'est sûr. Soit ça te monte à la tête, soit la fatigue aussi qui est présente, qui augmente, tu vois. Donc oui, avoir une coupure, c'est hyper important. Oui, il faut de temps en temps. Puis même des gros créateurs, créatrices, parfois je les vois, ça me fait du bien d'ailleurs de voir, ça fait 2 semaines, voilà, j'étais pas là, mais en fait, tu me dis, je l'avais même pas remarqué. Oui, c'est vrai, en plus. Je n'avais pas remarqué qu'elle était partie. C'est vrai. Tant mieux pour elle, elle a pris des vacances. Totalement. Franchement. Ouais. Il va y avoir quelques personnes qui vont t'envoyer des messages qui sont vraiment au taquet derrière toi. T'es où? T'as pas publié ça, j'attendais voilà. Mais la plupart des gens, ils remarquent même pas, donc quand tu reviens, toi, t'as fait ta petite pause, tu te sens beaucoup mieux, tu es prêt à faire du meilleur contenu. Et eux, ils ont à peine remarqué que tu étais pas là. Tout à fait, je suis d'accord. Mais je dirais que dans un premier temps, les 3-4 premiers mois, faut bombarder. Moi, je dirais franchement ça. Continue à publier, mais je me rends plus du tout... parce qu'à un moment, ça c'est un des gros points négatifs des réseaux, c'est qu'à un moment, je me suis sentie esclave des chiffres. Ok. J'ai senti que, alors que j'avais commencé l'été dernier, vraiment dans une dynamique de joie, je vais partager mon voyage au Maroc, j'ai tellement besoin aussi de parler de religion parce que j'ai personne avec qui en parler, donc j'ai en parlé sur les réseaux. Enfin, il y avait vraiment ce truc de très sincère, tu vois. Là, je me retrouvais quelques mois plus tard dans un truc de cette vidéo, elle a fait que 300K. On passe tous par là, je pense. Mais c'est presque... Il faut réussir du coup à se détacher et à se remettre les bases pour lesquelles on a décidé justement de créer du contenu. Mais bien sûr. Vois. Parce qu'à la base des bases, je pense, pour quasi la totalité, après il y a des personnes pour lesquelles c'est différente, mais je pense qu'en tout cas, nous concernant, on a commencé vraiment pour but, soit par plaisir personnel, soit pour aider les gens, apporter aux gens, tu vois. Donc, quand tu arrives à ce stade où tu te remets en question parce que ta vidéo, elle a pas fait assez de vues, réveille-toi. Ah vraiment, réveille-toi, repose-toi les bonnes questions. Vraiment. Revois ton intention aussi que tu avais de base, que ce soit vis-à-vis de toi ou même vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de la religion, tu vois. Et ça te recadre du coup dans ton système que tu avais à la base avant de commencer, tu vois. C'est hyper important.
Mais c'est malsain. Hein. Oui, c'est hyper malsain. C'est très très malsain. Mais le problème, c'est créé pour. Totalement. C'est ce que j'allais dire. C'est créé pour. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'il faut aussi comprendre qu'on est victime d'algorithmes et d'applications qui sont faites pour vraiment nous soumettre en fait vraiment à une. C'est une drogue. Hein. C'est tout est fait pour surfer sur les terrains addictifs humains. Tout à fait. Donc que ce soit scroller, et ça c'est un énorme sujet. Il faut vraiment réussir. Il faut vraiment moins scroller. Quoi. Faut vraiment essayer. Putain, moi ce que je fais maintenant, c'est que pour réussir à travailler, à me concentrer sur aussi mes projets de cinéma et le montage de mes vidéos, c'est que mon téléphone il est éteint. Ok. Moi je me lève, mon téléphone je n'existe pas. Il n'existe pas. T'as raison. Il est à l'autre bout de la pièce, il est en mode avion. Il y a des fois, des jours où, genre, grâce à Dieu, je l'allume à genre 17h. C'est bien ça. C'est des cas extrêmes, mais du coup, c'est les meilleures journées que je passe. Oui, totalement. Parce qu'à partir du moment où je l'ouvre, tac, 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 tac. Notre cerveau, il est pris par 1500 notifications. À partir du moment où j'ouvre Instagram, même parfois, c'est juste, j'ai envie juste de poster ma vidéo et de me barrer. Automatiquement, tu vas commencer à scroller. Tu scrolles. Tu es capté par un truc, tu scrolles. Et là, t'as 50% de tes capacités intellectuelles qui partent à la poubelle. Et le temps que tu perds, laisse tomber. Tu perds un temps fou. Pour te reconcentrer après. C'est très difficile. Pour retrouver la fraîcheur intellectuelle que t'avais avant d'ouvrir Instagram. C'est très dur. Va écrire un truc super intéressant, une disserte, même pour tes études. Va écrire un scénario, machin, après avoir scrollé pendant 3 heures. Essaye. Ton cerveau, c'est de la bouillie. Totalement. Il faut se protéger de ça. C'est des sujets. D'accord. Il y a de plus en plus de gens qui en parlent, grâce à Dieu, mais il faut qu'on en parle plus. Faut qu'on en parle plus. Je suis d'accord. Moi, j'ai fait le test. Du coup, ça a été plus en début d'année 2025, de vraiment me réveiller chaque matin sans mon téléphone. Mais ça change tellement. Mais ça change tout. Entre la période où je regardais mon téléphone dès le réveil, où du coup j'étais coachée à mon téléphone toute la journée, parce que c'est la première action que tu fais, donc automatiquement, t'es accroché à ton téléphone toute la journée. C'était horrible. Mais je suis contente que tu fasses ça. Vraiment bravo. Ça fait tellement du bien. Et tu te réveilles, t'as l'esprit frais. Tu te réveilles, t'es juste un être humain normal, en fait. C'est exactement T'es normal. Mais c'est ça, on a tellement pas été habitués à ça. Non, mais c'est grave, hein. Que ça nous fait bizarre au début. Au début, c'est dur, de détacher de ton téléphone. C'est vraiment une drogue. Le plus grand luxe aujourd'hui, c'est la capacité à se concentrer. C'est vrai. Et en gros, c'était un gars qui disait que ce qui allait différencier les gens qui allaient faire de grandes choses de leur vie, qui allaient atteindre leurs objectifs professionnels, etc., qui allaient faire des belles choses de leur vie, et ceux qui allaient être frustrés, qui n'allaient jamais réussir à atteindre leurs objectifs, c'était la capacité à se concentrer. Dans un monde qui fait tout pour que tu ne te concentres pas et que tu sois un espèce de robot débile qui scrolle toute la journée. Tout à fait. Et ça, moi, ça m'a terrifiée comme pensée. C'est-à-dire qu'en fait, le temps passe, les années passent, et tu as passé combien d'heures par jour sur ton téléphone? C'est énorme. Au lieu de faire quoi? Au lieu de construire ta vie, au lieu de faire des projets, au lieu de gagner de l'argent. Je te jure, c'est vrai. Mais ça, en fait, faut prendre conscience. Faut vraiment se réveiller. C'est super important, en fait. Parce que il y a pas de problème à scroller un peu, mais un peu. Et moi, je suis toujours dans une lutte avec ça. Il y a des moments où j'y arrive très bien, où limite, en fait, je vais aller jusqu'à planifier des moments de scrollage. Mais en vrai, c'est une bonne chose. Moi, j'ai pas trouvé d'autres choix parce que je crois que j'ai un terrain addictif très fort dans qui je suis. Par exemple, j'ai fumé des cigarettes pendant 10 ans. J'ai arrêté, alhamdoulilah. Mais moi, je peux être addict très très vite, et donc addict au réseau complètement très vite, tu vois. Et donc, pour lutter contre ça, je planifie. Tu fais bien. Et donc, c'est le moment. Allez, let's go, ça me fait du bien, machin. Mais le problème, mais c'est que, et je vois autour de moi, je suis entourée de gens qui sont addicts, et qui, dès que ça va pas, on ouvre Instagram, parce que ça nous donne un shot de dopamine. Exactement. Et donc, dès qu'il y a une petite contrariété, ou dès qu'on en a marre d'étudier, on va se faire un petit shot de trucs. De dopamine. Putain, c'est fou, hein. Je suis d'accord. On peut pas se faire contrôler, il faut qu'on contrôle ça. Ce ne sont que des outils. Oui, c'est ça. C'est pas censé être nous l'outil. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pertinent ce que tu dis, et je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est primordial. Non, mais c'est essentiel. C'est essentiel. Non, mais vraiment, sincèrement. Et comme tu dis, il faudrait vraiment qu'on en parle davantage. Il faut. Parce que c'est ça aussi, on n'en parle pas assez, et on a tendance à pousser les gens, du coup, justement, à consommer. Et aussi, du coup, à se lancer dans tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Mais il faut dire également le fait que faites la part des choses. Prenez un temps pour vous, c'est hyper important. Parce que ça te monte clairement à la tête à un moment donné. Mais clairement. Ça te monte à la tête, et puis tu oublies l'essentiel. Complètement. Par exemple, exemple simple, en tant que musulman,
décaler les prières. Bien sûr. Oublier de passer ce moment-là avec Allah, avec Bien le sûr. Coran, etc. Bien sûr, Tu bien vois, sûr. tout ça, on les met de côté par moment, uniquement parce qu'on est sur notre téléphone, en train de scroller sur TikTok ou Instagram. Bien sûr. Et c'est là qu'on oublie du coup l'essentiel, et ça crée de mauvaises habitudes. Bien ça sûr, nous arrive à tous. tout à Ce serait fait. de mentir que de dire que ça nous est pas Ah, arrivé. ça arrive à tout le monde, tu vois. Et c'est là qu'on crée du coup de mauvaises habitudes en nous, et que du coup on se sent même plus connecté à Bien nous-mêmes, sûr, tu vois. bien sûr. Donc ouais, c'est hyper important d'en parler et de mettre des actions en place. Que tu dis, par exemple, le fait que tu notes Ouais. un temps où tu scrolles, Ouais. en réalité, c'est une bonne chose, parce que tu t'imposes ce temps-là. Exactement. Et puis tu crées aussi de nouvelles habitudes petit à petit qui sont C'est beaucoup ça. plus saines Exactement. pour toi, tu vois. Donc Quand tu oui, regardes à un faire. film, tu regardes pas un film toute la journée. Exactement. Non, tu regardes un film Un après temps. manger ou en mangeant le soir. C'est un temps prévu, ça n'a jamais C'est ça. gêné personne de prévoir de regarder un film, Exactement. ou tu vas au cinéma ou que sais-je. Oui. Bah, fais pareil avec les réseaux, c'est un Tout à fait. divertissement. Ouais. C'est juste que c'est D'accord. 3000 films que tu vas regarder, 3000 films très courts. Oui. Mais ça reste de l'image, ça reste du divertissement, ça Ouais. reste, ça nous accompagne maintenant tous les jours, comme si c'était un espèce de truc Exactement. normal. C'est notre compagnon de vie à côté de C'est notre nous, tu sais, compagnon tous de les vie. jours. Non, Mais mais les réseaux, vraiment, c'est devenu notre c'est devenu mari, ça, c'est notre devenu mari, nos enfants, notre frère, nos tout, enfants. Non, mais vraiment. c'est clair. Et C'est clair. Et je pense en plus que plus on fait ça, et plus on pourra apprécier les réseaux, plus on pourra les utiliser comme ils doivent être utilisés, à bon escient, plus on pourra faire du meilleur contenu, c'est ça. Plus on pourra apprécier, parce que c'est d'autant plus productif. Bah, bien sûr. Clairement. Et puis moi, les réseaux, c'est un monde que j'aime, mais profondément. Je trouve que c'est une opportunité de se connecter les uns aux autres. Je trouve que politiquement, ça a permis des choses extraordinaires. Moi, la moitié des événements où je vais, etc., s'il n'y avait pas les réseaux, je ne serais absolument pas au courant. C'est sûr. Il y a une galvanisation aussi dans les mouvements populaires qui est permise par les réseaux, que je trouve extraordinaire et qui est sans précédent dans l'histoire. Le monde d'aujourd'hui, il est façonné en grande partie par ça. Grâce aux réseaux sociaux. C'est extraordinaire. Ce que tu disais par rapport à mettre de côté parfois nos obligations religieuses, c'est terrible. Il y avait quelqu'un qui expliquait que quand tu te couchais la nuit et que tu scrollais avant de dormir, c'était l'équivalent d'avoir été à une fête avec 1000 personnes. C'est vrai. Dit comme ça, c'est donc en fait, t'es dans ton lit. Imagine-toi, t'es dans une fête avec 1000 personnes. Ouais, t'es hyper stimulé. Hyper stimulé. Comment tu vas dormir correctement après? Comment tu vas dormir alors que tu sors d'une fête avec 1000 personnes? C'est ça. Si tu as été dans une fête avec 1000 personnes, t'as dansé, t'as parlé trucs, chez toi, tu vas faire quoi? Tu vas prendre le temps de te calmer. Tu vas souffler. Un petit truc, tu vas souffler, prendre une douche, etc. Là, t'es dans ton lit. C'est vrai. Avec 1000 personnes autour de toi. Boum, boum, boum. Et toi, t'es là comme ça. C'est clair. C'est vrai. Hein. Et donc ça, c'est pareil au réveil. Si tu te lèves, par exemple, pour Fajr, la première chose que tu fais, tu ouvres ton téléphone. La fête de 1000 personnes. Et puis à quel moment t'es concentré dans ce que... Tu vas faire ta prière. La première chose que t'as faite, c'est ouvrir le téléphone parce que c'est ton réflexe. Ouais. Tu es dans ta prière, dans ta tête, tu penses il y a la fête des 1000 personnes. Exactement, sur ton téléphone, inconsciemment, bien tu veux sûr. tu veux te concentrer sur Allah. Tout à fait. Dans ton cerveau, il est déjà relié à ce que tu as vu sur ton téléphone il y a quelques minutes. Bien sûr. Oui. Ça, c'est d'un point de vue religieux, c'est dramatique. Hein. C'est et décaler les prières, parce que non, vraiment, il faut qu'on fasse attention. Qu'Allah nous facilite, parce que c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Ouais. On va passer à la question suivante. Question suivante qui est la dernière, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est la dernière. Ok. Du coup, est-ce que tu peux donner un précieux conseil à mes auditeurs, un conseil que tu te donnes à toi-même déjà de base et que tu gardes avec toi limite quotidiennement pour te rebooster, pour t'apporter du positif à ta vie, un conseil que tu donnerais à des personnes qui ont besoin, tu vois, d'être reboostées, d'avoir un peu d'amour, tu vois, qu'est-ce que tu donnerais? J'aurais envie de dire à quelqu'un qui se sent pas bien et qui traverse quelque chose de difficile, qui a besoin d'un petit coup de boost, qu'il soit croyant ou pas. Oui. Vraiment, faut qu'il me croie là-dessus, faut qu'il me fasse confiance. Il existe dans ce monde, dans cet univers, une force, et vraiment, qu'on soit croyant ou pas, une force qui s'appelle l'amour, et qui nous régit tous, et qui nous remplit le cœur tous les jours, et qui nous abandonnera jamais. En tant que musulmane, je l'appelle Allah, mais tu n'as pas besoin d'être musulmane pour qu'il t'aime. Alors, forcément, c'est un peu axé religion, mais moi, c'est vraiment ce qui me permet de survivre, en fait, et ce qui me permet de vivre, c'est cet amour d'Allah. Vraiment pour des non-croyants. Ou pour des croyants d'une autre religion, parce que c'est exactement le même Dieu. Hein, tout à fait. Tergiversons pas 3000 ans sur ça. L'amour du divin, c'est un amour qui ne fait aucune différence que tu sois
une bonne personne selon toi ou une Oui. mauvaise personne, parce que Dieu t'a créé. C'est vrai. Et que tu sois croyant ou pas, Dieu t'a créé. Oui. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que les non-croyants, peuvent démonter mon argumentation, parce que je pars du postulat que Dieu existe, mais j'ai pas d'autre réponse à donner que ça. Il existe un amour dans ce monde, dans cet univers, parce que vraiment ça dépasse notre petite planète de rien du tout. Bien sûr. Qui est omniprésent. Et donc, sache, toi qui te sens pas bien dans ton lit, que tu es aimé. C'est beau. C'est très important. Ouais. Vraiment, c'est sûr et certain, parce que si tu n'étais pas aimé, faut prendre l'amour au sens métaphysique, au sens philosophique, dans un sens bien plus large que l'amour humain. Tout à fait. C'est un amour qui t'a créé. Si tu n'étais pas né de l'amour, tu serais le néant. Tu n'es pas le néant. Tu existes, tu es un être. Donc, ne désespère pas, car tu es aimé. Waouh. Ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi. C'est passé hyper vite. C'est passé très très vite. Ouais, vraiment. Je suis choquée. Merci beaucoup. C'était hyper plaisant d'en apprendre davantage sur toi. T'es hyper bienveillante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, pour moi, t'es vraiment un soleil. Genre un soleil ambulant, avec des petites pattes qui marchent. Un soleil sur pattes. Vraiment. Donc, merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir pris le temps de répondre à chacune de ces questions. J'espère qu'on aura l'occasion, déjà de se revoir en dehors de ça, Inch'Allah. Et puis de refaire même d'autres épisodes à l'avenir. Parce qu'on a quand même abordé beaucoup de sujets et qu'on pourrait réaborder, du coup, pour d'autres épisodes. Absolument. Je trouve qu'il y avait des ramifications parfois qui mériteraient presque de creuser un épisode. De creuser davantage. C'est clair, je suis d'accord. Ou par exemple, si tu fais un épisode avec plusieurs créateurs sur tel ou tel sujet, moi, ce serait avec grand plaisir, tu vois, d'apporter ma pièce. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Mais merci pour tes questions, je les ai trouvées fines. Et aussi, il y avait un fil conducteur dans ton interview qui était vraiment fluide, en fait. Et moi, je me suis sentie pas brinque-ballée, tu vois, d'une question à l'autre, mais vraiment juste plus guidée comme une rivière, tu vois, c'était très agréable. Je te remercie. Merci à toi. On va dire au revoir à nos soleils. Au revoir. Au revoir les petits soleils. On vous laisse du coup liker, partager, commenter, parler de l'épisode autour de vous. Et puis prenez soin de vous, c'est très important. Et on fait plein de bisous. Bye bye.